Merci de votre fidélité à la télévision Gangan. Plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Comme hier, la tendance est justement le déplacement allant vers nos invités du jour. M. Alousseine Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du parti FND. Avec lui, on va parler de cette actualité fraîche et brûlante. L'opposition qui veut encore reprendre les manifestations. Et justement, à un moment où les uns et les autres pensent que c'est le moment d'aller vers les élections, de laisser la CENI travailler, et ainsi de suite. Pourquoi, une fois encore, la reprise des manifestations? Notre invité, M. Makanera, nous donnera tout à l'heure les raisons. M. Makanera, bonjour. Bonjour. Et je rappelle entre-temps à nos invités que dans la deuxième partie de cette émission, Café Débat, qui d'ailleurs est diffusé chez notre partenaire LibreOpinionGuinée.com, je recevrai M. Mamadi Sitan Keita, qui est économiste et qui portera son regard et son analyse sur ce qu'on appelle la grosse ou la grande moisson par Alpha Condé en Chine, notamment les 20 milliards de dollars que la Chine compte donc donner ou prêter à la Guinée. On reviendra sur les termes qui s'y est tout à l'heure. Pour revenir à notre invité du jour, M. Makanera, une fois encore, vous voulez reprendre les manifestations. Alors, vous l'avez fait savoir hier à la suite de votre plénière. Pourquoi reprendre les manifestations encore? Nous reprenons la manifestation parce que nous avons fait un constat que le professeur Alpha Condé s'est engagé publiquement, solennellement, devant la communauté nationale et internationale, d'accompagner non seulement le processus de dialogue qui aboutit à la signature du 12 octobre, mais de faire en sorte que tous les points soient respectés et exécutés à temps. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que sur 9 points, nous n'avons pu évacuer qu'un seul point, c'est-à-dire l'amendement du code électoral, et cela aussi après 7 mois de retard. Si nous prenons par exemple la liste des différents points d'accord, nous avons parlé de l'audit du fichier électoral qui devait être effectué depuis 2016, février. Nous avons parlé de la diligence d'une enquête pour rechercher les commanditaires et les coupables des différents assassinats lors des manifestations. Rien n'est fait. Nous avons également signé la neutralité de l'administration. Vous-même, vous savez, aujourd'hui, les représentants de la mouvance présidentielle de RPG Arc-en-Ciel à l'intérieur sont les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, qui font tout pour saper la base de la vraie démocratie dans notre pays. Je me rappelle, quand j'ai fait la tournée avec le président de l'UFDG, El-Hadji Daouda Diallo, on nous a systématiquement refusé toutes les places publiques. Et quelques semaines après notre retour, il y a eu une délégation de la mouvance présidentielle qui a été reçue dans les places publiques. Nous avons également parlé de l'indemnisation des victimes. C'est-à-dire puisqu'il y a deux catégories de victimes. Ceux qui ont perdu des biens, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été blessés. Donc, aujourd'hui, on ne parle même pas, en plus parce qu'ils ont parlé du budget pour leur indemnisation. On a parlé de l'accès. Nous avons même dit que c'est mal formalisé, de l'accès équitable des partis politiques. Aux médias d'État. Nous avons dit l'accès équitable des partis politiques aux médias d'État par rapport aux partis de la mouvance. Parce que les partis de la mouvance, ils passent là-bas tous les jours. Quand ils veulent, ils passent à tout moment. Mais nous, on ne passe pas. Pour toutes ces raisons, nous avons estimé aujourd'hui vouloir ne rien faire, c'est préparer une bombe à retardement. Puisque dans nos revendications, vous savez, on a parlé de l'insécurité, de la cherté de la vie, et aujourd'hui de l'insalubrité qui atteint un niveau inacceptable. Mais est-ce que vous n'en faites pas trop en invitant à la liste de vos revendications d'autres sujets, justement comme l'insalubrité, l'insécurité, je ne sais pas, c'est des sujets qui sont dénoncés au quotidien. Mais je veux dire, pour mettre une telle pression sur l'État, parce que à voir le rythme de vos manifestations, vous dites
une fois par semaine à partir du 20 septembre. Oui. Et ça sera ininterrompu. Donc ça veut dire que vous allez rendre un peu la cité ingouvernable si vous manifestez chaque semaine. Et donc, avec tous ces sujets qui s'invitent au menu de votre plateforme revendicative, est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce qu'il ne faut pas prendre ce qui est prioritaire, ce qui doit être fait maintenant? Quand je prends par exemple les élections, la CENI a traversé sa crise et ils sont en train de travailler sur un projet de chronogramme. Et le dossier d'appel d'offres pour le nettoyage, le toilettage du fichier est en cours. Est-ce que vous n'avez pas plus ou moins le devoir de leur donner du temps? Non, vous savez, nous avons cru détailler, parce que, vous savez, il y a des gens qui appellent à la radio, qui nous posent la question, vous vous battez seulement pour les élections. Vous ne vous battez pas pour le peuple. Sinon, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance et les élections, on a tout résumé. Parce que les élections locales, c'est quoi? C'est le transfert du pouvoir et des moyens vers la collectivité. Et cette collectivité, c'est à elle de définir ses priorités et de donner les moyens pour l'exécution de leur budget en fonction de leurs priorités au niveau local. Peut-être, je suis d'ailleurs certain, si on avait laissé les élections se faire et faire le transfert intégral des compétences au niveau des collectivités, les ordures n'allaient pas tuer les gens à Dar es Salaam. Parce que du chef de secteur, en passant par le conseil de quartier jusqu'au conseil communal, c'est eux qui vivent dans ces localités. C'est eux qui ont les moyens de ces localités. Et ils allaient pouvoir définir les priorités. Maintenant, mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a centralisé tout au niveau d'un individu. Et cet individu, lui-même, il n'est pas indépendant. Il dépend du bon vouloir du président de la République. Qui par exemple, si en matière d'ordures, d'hygiène publique. Oui, mais on a logé au ministère de l'administration du territoire, on a créé une direction nationale. Une agence. Oui, on a créé une agence, c'était SPDT, c'est encore le ministre de l'administration du territoire qui gère. Tout ça là, c'est compliqué. En ce sens qu'en Guinée, il y a un dysfonctionnement tel que le ministre, en soi, ne représente pas grand-chose. Parce qu'il ne peut pas décider de rien. Il ne commande même pas son propre cabinet. Bien. Comment il peut avoir un résultat satisfaisant? Bien. Tout dépend de Alpha Condé. Souvent, Alpha Condé n'est pas là même pour connaître et voir la souffrance des Guinéens. Alors, rien ne peut vous arrêter donc pour ces élections, pour ces marches que vous voulez encore enclencher. Vous voulez qu'on règle tous ces problèmes maintenant, tous ces points que vous avez cités là, l'accès équitable aux médias, la sécurité, l'insalubrité, encore l'indemnisation des victimes, tous ces points, vous voulez qu'on les applique tout de suite et maintenant? Est-ce que c'est possible? Quand vous dites que rien ne peut nous arrêter, moi je pense que c'est plus facile de nous arrêter. Parce que ce que nous demandons n'est pas impossible. On peut tout régler quand vous prenez, mais nous avons dit, nous sommes des hommes politiques. Nous sachons faire la différence entre ce qui est possible et ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ce qui peut être fait aujourd'hui, on les fait aujourd'hui. Ce qui doit être fait demain, on attend demain. Par exemple, quand on parle de l'accès équitable des partis politiques, moi j'ai été ministre de la communication, je sais de quoi je parle. J'avais commencé à faire un effort en ce sens, en créant une émission spéciale. Sur la RTG. Sur la RTG. J'ai trouvé une émission Justice, Information, Droit. J'ai dit c'est un peu fermé. Parce que cette émission invite seulement les spécialistes en droit. J'ai dit il faut l'ouvrir. J'ai dit justice, démocratie. Justice, démocratie, tous les hommes politiques peuvent intervenir. Quand je suis passé à l'Assemblée nationale, j'ai lancé un appel à tous les partis politiques, et surtout les partis politiques de l'opposition. Mais vous savez, on est tellement habitué aux langues de bois chez nous, personne ne m'a cru. Vous pouvez aller sur les sites voir. Quand vous étiez ministre de Quand j'étais ministre de la communication, personne ne m'a cru. On pensait que je faisais comme les autres. J'ai appelé l'animateur de l'émission pour lui dire d'inviter le porte-parole à un débat à Koloma. Le porte-parole de l'opposition. L'opposition à l'époque, Silla. Quand il a invité Silla, Silla dit qu'il ne vient pas parce qu'il sait, il connaît les journalistes de la RTG, il a été ministre, on va le faire parler, après ils vont choisir leur angle, et ensuite il sera
censuré. Il a dit beaucoup de choses. J'ai pris mon téléphone à moi pour le rassurer, pour lui dire qu'il ne sera jamais censuré. Et je suis allé même à lui dire, venez, monsieur le porte-parole, débattre avec moi-même. Je serai présent. Il est venu, on a débattu. Bien. J'ai diffusé intégralement. Ça, c'est un début. Bon, je leur ai dit pour la couverture, je suis prêt à couvrir. Donc, c'est dire que... Ce n'est pas impossible. C'est pas, et puis même c'est facile. Simple volonté, on décide aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Même ce soir, bien, on m'invite à un débat à Koloma avec le ministre de la communication actuel ou n'importe quel autre ministre. Mais je serai présent. D'ailleurs, je suis gêné quand je vois depuis plus de 2 ans, d'ailleurs 5 ans pour certains, les ministres ils sont là, ils ne respectent pas la classe politique, ils ne respectent pas les Guinéens, ils n'acceptent pas de débattre avec ceux qui ont des opinions contraires à eux. C'est comme s'ils minimisaient tous les autres Guinéens. Alors qu'un ministre, un président de la République, il doit se considérer comme le premier esclave du peuple. En tant que ministre, vous êtes nourri, vous vous déplacez, vous êtes logé par le dos du contribuable guinéen. Vous ne pouvez pas avoir le respect pour ce peuple, pour venir discuter des situations, des questions qui intéressent cette population, avec des gens qui voient contrairement à vous, pour donner beaucoup plus de vision. Et si on doit vous accompagner, on vous accompagne. Si on doit corriger, rectifier certaines positions, on le fait ensemble. Donc, parce que quand on organise un débat, vous avez non seulement ceux qui débattent, mais vous avez ces respectables téléspectateurs qui nous suivent, qui peuvent avoir leur opinion, qui peuvent réagir en cas de besoin. Mais quand vous ne les respectez pas, vous vous mettez au-dessus de tout le monde, on dirait que vous êtes supérieur à tout le monde. C'est ce qui se passe. Malheureusement, on voit les résultats catastrophiques aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, vous pensez qu'il faut indéniablement reprendre ces manifestations le 20, après suivra une autre marche le 27, et ainsi de suite. Je ne sais pas, hein, on se demande quand est-ce que vous allez arrêter, mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites du travail que la CENI est en train de faire? Quand je prends par exemple le processus électoral, pour aller vers les élections locales, qu'est-ce que vous faites de cela? Est-ce que ce n'est pas un acquis, au moins, en la matière? Vous savez, j'ai toujours dit qu'on donne trop de poids à la CENI. C'est elle qui organise les élections en Guinée? Non, la CENI est un outil des politiciens. On entend dire même les commissaires, la CENI dit nous sommes indépendants, etc. Mais ils sont indépendants par rapport à quoi? Et par rapport à qui? C'est ça la question qui se pose. La CENI est un outil pour nous les hommes politiques. Mais le rôle de la CENI... Elle ne doit pas faire tout ce que vous voulez. Non, elle doit faire tout ce que nous voulons. Il y a une loi qui régule son... Ah, mais la loi c'est le reflet de la volonté populaire. Elle doit fonctionner sur la base de cette mais loi. Exactement. Mais la loi... À un moment donné, je vais vous donner, vous savez, oui. Moi je suis opposé à beaucoup de gens, pour la simple raison que je n'aime pas l'hypocrisie. Pour vous donner la preuve formelle qu'elle ne fera que ce que nous voulons, est-ce que vous n'avez pas un nouveau code électoral? Oui, c'est qui est normal quand même. Hein? La CENI n'est pas obligée de suivre ça. Bien sûr. Ça c'est né d'où? De notre dialogue politique. C'est pour dire qu'elle ne fait rien, c'est que nous ne voulons pas. C'est notre outil. Maintenant, quand on veut retarder les choses, on veut compliquer, on dit non, elle est indépendante, elle est indépendante par rapport à rien. Maintenant. Sinon que son indépendance, c'est où? C'est le processus électoral. Faire en sorte, quand il y a les élections, qu'aucune des parties ne soit lésée. Que moi je ne puisse pas dire à la CENI, favorise-moi par rapport à l'autre. C'est là-bas seulement son indépendance. Mais le choix des dates, l'organisation matérielle des élections, le budget, ne dépend pas de la CENI. Ne dépend pas de la CENI. C'est à nous. Pour démontrer maintenant qu'il faille organiser des marches, c'est que quand vous regardez la LFR, la loi rectificative de finances, qui est en cours là, qui va être clôturée, je sais pas. Qu'est-ce que l'État, le gouvernement a prévu pour l'organisation des élections? C'est environ 100 milliards. Bon, alors que la CENI demande 300 milliards. 300 et quelques milliards. Et au même moment, le Premier ministre, les ministres ont chanté toute l'année qu'on a connu une croissance extraordinaire de 6,5% et qu'on tend vers 7%. Et on est
est au dernier trimestre de l'année en cours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette croissance? Parce que même hier, Maître Kébé était dans cette émission où il disait qu'ils ont déjà proposé ce budget qui tourne autour de 300 et quelques milliards. Donc si l'Assemblée vote ce budget, ça veut dire que le gouvernement sera obligé de décaisser. Est-ce que vous n'y croyez pas? Non, absolument pas. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous regardez le budget, quand on dépose le budget, les députés à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas augmenter la charge de l'État. Ça se passe partout, même en France. Mais pour les élections, il faut bien qu'on... Non, il ne peut pas. S'il y a eu plus de recettes... Non, le principe... On parle de loi de finances Je rectificative, vous dis, même si c'est loi de finances rectificative, le gouvernement dépose un projet de budget. Les députés peuvent ne pas voter. Ils peuvent demander l'amendement. Mais ils ne peuvent pas augmenter la charge de l'État, sauf si ils sont capables de trouver la source pour compenser. Et ils ne peuvent pas trouver ça. Donc, quand le gouvernement dit nous proposons 100 milliards, les députés ne peuvent pas dire on va à 300 milliards. Vous savez ce qui se passe en Guinée? Donc vous êtes sûr qu'on ne tiendra pas les élections cette année alors? Si on ne met pas de pression pour exiger au gouvernement, Alpha Condé c'est un champion de dépenses extra-budgétaires. C'est pourquoi il est la Guinée. C'est-à-dire on n'est pas dans un pays. Bien. C'est un régime, c'est une république bananière. Regardez ce qui est étonnant. C'est en Guinée seule qu'on voit à l'Assemblée nationale. Les ministres sont venus pour défendre leur budget, pleurer devant les députés pour dire augmentez mon budget. Un ministre qui vient à l'Assemblée nationale vient défendre le budget du gouvernement. C'est son budget à lui. C'est ce qu'il a décidé de défendre. Comme il peut partir là-bas, il dit non, je ne suis pas d'accord. Comme le gouvernement n'existe pas. Ça, en Guinée, on voit ça. C'est pour dire que tout est de l'hypocrisie. Sinon, vous ne pouvez pas vous retrouver en conseil des ministres. Décidez, arrêtez un budget. Vous allez en conseil des ministres. Arrêtez. Vous dites ça, c'est le budget du gouvernement. C'est ce que nous voulons. C'est ça notre politique chiffrée. Vous envoyez ça à l'Assemblée nationale et que les ministres aillent là-bas pour dire que mon budget est petit. Ça veut dire que c'est un budget qu'on leur impose. Ça veut dire que ce n'est même pas un gouvernement. C'est un budget qu'on leur impose. Non, ce n'est même pas un gouvernement. Bien. On ne peut même parler de l'imposition. Ce n'est pas un gouvernement. Bien. Alors on va... C'est-à-dire le gouvernement, ce que les gens n'ont pas compris. Le gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Les principes qui gouvernent la gestion de l'État ne dépendent pas de lui. Si on a décidé qu'il y ait conseil interministériel, c'est dire que le conseil là est souverain de prendre des décisions. Et si elle ne peut pas prendre des décisions, il n'y a pas lieu d'être. Donc c'est le cas dans... Donc si le conseil décide c'est ça, le conseil vient auprès du président, ils décident ensemble. Dès que la décision passe au conseil des ministres, vous devez être tous solidaires et défendre. Si c'est le ministre de la Justice qui exécute, j'assume ce que le ministre exécute. Si c'est le ministre des Sports, j'assume parce que ça a passé au conseil. Malheureusement, même chez les journalistes, mes frères, des fois vous dites « Ah, Makanera, tu as dit ça quand tu étais ministre ». Maintenant, tu es opposant qui le dit. C'est une erreur. Ça, c'est un autre débat. Tout simplement. Oui. Non, je voudrais, parce que ceux qui nous écoutent, ils ont besoin de ça. Vous connaissez peut-être, ils ne connaissent pas. C'est une erreur. Oui. Quand le ministre parle, ce n'est pas Makanera qui parle, c'est le ministre qui parle. Il parle au nom de tout le monde. Mais quand je parle en tant que Makanera, je dis ce que je veux. C'est comme si vous prenez un défenseur et un gardien. Vous dites que vous êtes reconverti maintenant en défenseur. Mais vous lui demandez encore de jouer avec la main, il va faire penalty. Donc quand tu quittes ministre pour devenir opposant, tu ne peux pas avoir le même ministre. Vous ne pouvez pas avoir le même. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes malhonnête. Pour la simple raison, la gestion de l'État, tout ce qui se passe, c'est comme en famille. Vous ne pouvez pas dire tout dehors. Si vous dites tout dehors, il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus de pouvoir, personne ne va vous suivre et finalement vous allez créer un chaos. Bien. C'est pourquoi même s'il y a des problèmes, vous cherchez la solution du problème et vous cherchez à convaincre la population de vous faire confiance. Parce que le jour où vous n'avez plus la confiance de la population, même si vous avez la solution, vous ne pouvez rien faire. Bien. Alors, on va parler maintenant de, je ne sais pas, de l'avant-dernière plénière, il était là, hier il n'était pas là. Donc, est-ce que ça veut dire que là encore, vous n'êtes pas d'accord sur cette reprise de manifestation, vous, avec les membres du FAD? Bon, moi je pense que nous sommes d'accord. Et pourquoi le FAD n'était pas là? Non, le FAD était là. Ah ouais. Abakar Silla était représenté par 2 personnes.
son secrétaire général est neutre. Sauf que lui-même n'était pas là. L'autre là, d'abord le FAD est composé de deux groupes. Il y a le FAD, les partis qui sont membres de l'opposition républicaine, et dans le FAD, vous avez les partis qui ne sont pas membres de l'opposition républicaine, tels que là-bas, Abakar Souma, et je crois avec d'autres. Mais les autres qui ne sont pas là, c'est celui-là seul qui est là, les membres de l'opposition républicaine. C'est-à-dire que Tiliano n'est pas là, il était représenté. Mokhtar est là à la Mecque, je le souhaite bon retour, il était représenté. Celui-là était représenté à deux niveaux, puisque le parti politique, ce n'est pas un individu. Nous estimons que le FAD était sérieusement représenté hier. Et nous partageons l'idée de manifestation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'opposition, ce n'est pas que les leaders. D'ailleurs, ce n'est même pas les leaders. Bien. Je le disais aujourd'hui, c'est l'échec de Alpha Condé. C'est le désespoir, c'est la famille, c'est le manque d'espoir, c'est le chômage, c'est l'insalubrité de Conakry. Bien. C'est ça l'opposition à Alpha Condé. Même s'il veut, puisque c'est sa stratégie avec les forêts sacs noirs à la présidence là-bas, on peut donner ça à tous les leaders. Mais l'opposition demeurera forte tant qu'il n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Voilà, donc on va dire que c'est un rythme assez serré de manifestations une fois par semaine. On verra bien si ça va continuer ou est-ce que vous serez étouffé après deux manifestations ou après deux expériences, on verra bien. Peut-être pour terminer cette première partie de l'émission, vous avez aussi écouté cette affaire de moisson d'Alpha Condé en Chine de 20 milliards de dollars. Vous, quelle est votre réaction à cela? Parce qu'on applaudit depuis maintenant 72 heures. Vous, quel est votre regard sur cette actualité? Bon, en tant qu'ancien ministre et homme politique, je sais que ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de 20 milliards chez nous. On se rappelle encore de l'euphorie avec Rio Tinto, où on a parlé de Transguinéens, de 20 milliards, de 100 000 emplois, et après, rien. Maintenant, par rapport au sommet de BRICS, moi je vous dis que c'est une opportunité pour les pays africains. Mais l'opportunité ne veut pas dire qu'on est capable de saisir. Parce qu'avant, je parle sous le contrôle des économistes, l'essentiel des segments économiques était contrôlé par les empires coloniaux. Avec l'arrivée des BRICS, il s'est créé une concurrence. Si on a des dirigeants intelligents et patriotes, ils peuvent profiter de cette concurrence pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Je ne raisonne pas comme le professeur Alpha Condé qui croit que le roi du Maroc peut venir aider la Guinée à se développer. C'est faux. Le roi a tellement de problèmes chez lui, il a laissé des problèmes, il a laissé des Marocains qui n'ont même pas où rentrer. Ils dorment à la belle étoile. Mais il ne peut pas venir aider la Guinée. S'il vous donne des engrais, il veut ouvrir le marché pour le phosphate de là-bas. Ce n'est pas un cadeau. Bien. Donc c'est à nous, nous devons compter sur nous-mêmes pour développer notre pays. Par conséquent, ce qui me fait peur, on parle de la Chine, on parle de 20 milliards, on ne définit aucune condition, on ne sait pas 20 milliards là. Vous avez écouté Kassory, il disait que en retour c'est une mise à disposition progressive des matières premières à la Chine. C'est ce que je vous dis. J'ai vu que ça va être une dette adossée sur le revenu de nos matières premières. D'abord, ça c'est une dette garantie. C'est comme si j'ai un DAT à la banque. J'ai 1 milliard, je vais prendre 500 millions. D'abord, on me dit c'est dette. Je rémunère le montant. Mais ce n'est pas une dette, parce que j'ai plus que ça avec eux. À peu près c'est ça. Mais ce qui fait peur, c'est deux choses. La première, je sais la Chine lutte sérieusement contre la corruption en Chine. Je peux même dire qu'ils sont extrémistes parce que là-bas, la peine peut aller jusqu'à la peine de mort. Mais je n'ai jamais entendu les Chinois lutter ou bien poursuivre une entreprise chinoise ou un Chinois pour la corruption dans des pays tiers. Ils ne sont pas regardants sur les principes démocratiques, de que ce soit principes démocratiques, conditions de travail, l'impact social et environnemental, ce n'est pas leur problème. Pour ça, vous pouvez aller à Bokeh voir. Le restaurant dans lequel les travailleurs de Bokeh mangent,
là, dans les conditions dans lesquelles ils logent, et même leur rémunération, les plus payés, ils ont 300 €, avec toutes les conditions de travail difficiles. Donc vous doutez fortement Et la Chine, malheureusement, ce qui a permis à la Chine de se développer, elle refuse ça aux pays africains. C'est deux choses. C'est-à-dire le transfert de la technologie et la transformation sur place de nos matières premières. Si on perd les deux, on perd tout. Et dans ce que nous propose, pour le moment, je ne vois que les matières premières. Et l'histoire retient que ça soit même les pays. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des investissements qu'on appelle éléphants blancs. Ça n'a aucun impact pour la population. C'est pour l'image. Et je sais qu'Alpha Condé apprécie ça. Bien. Donc, pour terminer cette première partie, en revenant à vos manifestations du 27, une fois encore en 1 minute, à l'endroit de ces téléspectateurs qui vous regardent, le bien fondé une fois encore de ces manifestations, pour prouver que ce n'est vraiment pas pour perturber la gouvernance d'Alpha Condé, pour ne rien, et que c'est vraiment véritablement fondé. Vous avez 1 minute là-dessus. Bon, je voudrais dire à ces fidèles téléspectateurs qui nous regardent que notre combat, c'est leur combat. Nous nous battons pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Peut-être ils entendront les gens dire que les manifestations vont décourager les investisseurs. Mais je leur rappelle que le bien le plus précieux de l'homme, après la santé, c'est la liberté. On ne peut pas développer un pays sans la liberté. On ne peut pas avoir une justice sans liberté. Et on ne peut pas construire un pays sans liberté. Nous nous battons pour cette liberté. Et d'ailleurs, les élections locales, c'est d'abord beaucoup plus pour vous, la population à la base, pour les localités que pour les partis politiques. Dans vos quartiers, dans vos secteurs, dans vos communes, vous n'allez pas voter pour les leaders que nous sommes. Vous allez voter pour vous-même. Et nous vous donnerons les voies et les moyens pour vous permettre d'avoir droit à vos revenus, les revenus des communes, les ressources des communes, à vos droits de décider du sort de votre commune, de choisir vos priorités. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Mais si vous ne nous accompagnez pas, si vous ne faites rien, vous préparez une bombe à retardement. Parce que quoi qu'il arrive, les peuples disent porte hako kamadi. Aujourd'hui, on n'est pas loin de Madi. C'est-à-dire, pousse-toi. Pousse, pousse, c'est jusqu'au mur. Et je suis convaincu aujourd'hui, on n'est pas loin du mur. Et voilà, c'est justement qu'une première partie, puisqu'on suivra de bout en bout cette reprise des manifestations de l'opposition républicaine, les bien fondés, la plateforme revendicative. Est-ce qu'il y aura une fois encore une négociation entre les deux parties? On verra bien. D'ici là, on va donc observer une petite pause. Et dans la deuxième partie, je recevrai, comme je l'ai dit, M. Mamadi Sitan Keita pour parler économie. Voilà. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous l'observez, M. Mamadi Sitan Keita, économiste qui me rejoint sur ce plateau spécial, évidemment pour parler de cette moisson, c'est comme ça on l'appelle désormais. M. Keita, bienvenue sur ce plateau. On parle de Alpha Condé en offensive diplomatique, économique, ainsi de suite. En tout cas, qui ont obtenu un accord de prêt ou de don, on ne sait pas. En tout cas, on parle de 20 milliards de dollars que la Chine a entendu donner à la Guinée. Alors vous, en tant qu'économiste, quelle analyse vous faites de cette annonce? Parce que dans tous les cafés, dans les causeries de salon, j'ai l'impression que ça monte un peu dans l'opinion. On pense que c'est acquis tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci, encore une fois, M. Ouri, de vouloir recueillir mon opinion sur ce sujet que j'ai pu considérer brûlant dans la cité depuis, en tout cas, au moins 2 jours maintenant. Absolument. En réalité, jusque-là, il n'y a que la partie guinéenne qui a parlé. N'ont pas écouté encore les partenaires.
Et d'ici là, moi-même, je n'ai pas personnellement entendu le représentant guinéen parler du sujet. Je l'ai simplement lu sur un site guinée7.com dans lequel j'ai lu un article qui avait été consacré au sujet. Alors, sur la base de ma compréhension de cet article-là, je dirais que a priori, l'on devrait être tenté de s'en réjouir. Toutefois, quand on lit bien l'article, on parle d'un accord portant sur les ressources minières contre les infrastructures. Donc cela laisse penser à un système de troc, c'est-à-dire échange des ressources minières contre infrastructures. Ou contre l'investissement de la construction des infrastructures, parce qu'ils donnent cet argent. Non, cet argent va servir à la construction. On n'a pas parlé d'argent, on a dit ressources minières. Bon, je pense que quand on parle de ressources minières, on parle de nos minerais là. Absolument. Ça, c'est un bien physique. Contre les infrastructures, ça aussi, ce sont des biens physiques. Où est l'argent là-bas en attendant? Alors pourquoi on parle de 20 milliards? Non, la valeur maintenant de ces infrastructures, de cet échange peut être estimée ou a été évaluée à 20 milliards. Parce qu'on a parlé de routes, on a parlé de l'Assemblée nationale qui va être reconstruite. Infrastructure physique, pas d'actifs monétaires ou financiers encore. En fait, la contrepartie qui a été annoncée, ne serait-ce que dans cet article, sont des infrastructures. Ce qui veut dire que la Chine va construire, et financer elle-même, c'est cela? C'est ce que cela sous-entend d'ici là. Bien. Donc, puisque ce n'est que cet article qui a servi de moyen d'information pour moi jusque-là, je m'en tiens à cela. Maintenant, cela néanmoins suscite beaucoup d'autres interrogations. Lesquelles? Notamment, quels sont les types d'infrastructures que l'accord couvre? Est-ce que ces infrastructures sont laissées au choix de l'État guinéen ou elles sont déterminées a priori? On ne le sait pas. Je veux dire, par exemple, si la Guinée, à travers cet accord-là, demandait aux partenaires chinois de mettre en place une raffinerie d'alumine, est-ce que les partenaires chinois sont obligés de l'accepter au terme de cet accord? Au cas où les partenaires chinois ne voudraient pas aller dans ce sens, est-ce que l'État guinéen a les moyens, au terme de l'accord, d'exercer une pression? Bien. Donc la nature des infrastructures que l'accord couvre n'est pas, pour vous, est flou. C'est flou. Le prix auquel le minerai sera valorisé, parce que même dans le troc, il faut s'assurer que l'équivalent s'échange contre l'équivalent. Absolument. En fait, quand vous voulez, dans un système de troc, échanger 4 motos contre un véhicule, la question va se poser, combien coûtent normalement ces 4 motos et combien coûte le véhicule? Alors, sur quelle base le prix du minerai qui va être négocié va être arrêté? Qui va l'arrêter? Est-ce qu'il est indexé sur le prix du marché au moment de sa production, au moment de sa livraison ou au moment de la réalisation des infrastructures qui constitueront la contrepartie? Donc tant d'interrogations. L'autre question qu'on peut se poser, qui va déterminer le prix des infrastructures, des ouvrages qui seront mis en place? Donc je dis ça parce que je sens un système de troc derrière l'accord. D'accord. En fait, s'il n'y a pas un système de troc, toutes ces questions n'ont peut-être pas lieu d'être posées. Mais si c'est le troc, comme le passage là
ressources minières contre infrastructures laisse entendre, voilà, il y a toutes ces questions qui méritent d'être posées aussi répondues. Pour l'instant, on a quoi comme explication? On a Kassori seul qui parle et qui a dit que dans un premier temps, on va pouvoir débloquer 3 milliards de dollars, mais c'est jusqu'à 2040. Oui, 2036, okay. Selon l'article que j'ai lu, donc environ 1 milliard par an. Voilà. Maintenant, débloquer là, justement, est un peu contraire à ma compréhension. Parce que quand tu dis débloquer, dans l'article, on parle de décaissement, décaissable. Le décaissement est un terme qui se rapporte à quelque chose de spécifique, à savoir le retrait de fonds. Soit d'une caisse ou d'un compte bancaire. Mais, dans le cas. Mais en l'espèce, si c'est matière ressources minières contre infrastructure, où est le décaissement là? Il n'y aura pas de liquidité à remettre à la Guinée. Il n'y a pas de liquidité. À remettre à la Guinée. En principe, bon, on va attendre de comprendre davantage. Mais ça, c'est la première lecture que l'article là m'inspire. Et cela veut dire quoi? Que si vraiment ils sont engagés à être transparents vis-à-vis du peuple de Guinée, ils doivent impérativement publier l'accord sur le site du gouvernement. Pour qu'on connaisse les dessous. Pour qu'on en connaisse les dessous. Les dessous. Pour qu'on se rassure que la partie guinéenne n'est pas lésée dans l'accord. Et j'espère qu'ils le feront, même si je ne suis pas sûr. De toute façon, et donc jusqu'à 2020. Pour éclaircir un peu les zones d'ombre. Oui, s'ils ne sont pas là, après 2020, le président Alpha Condé ne sera pas là, ça c'est clair. Ça c'est un autre sujet, hein, ça dépend. Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'ils évitent que ceux qui viendront après aient à remettre en cause cet accord-là. Et c'est le moment donc de le publier aux Guinéens, de le publier afin que l'on puisse donner des avis là-dessus. Tout à fait. Alors donc, est-ce que vous craignez que ce soit, comme on l'a dit, un truc feu de paille comme ça l'a été pour le cas Rio Tinto? On a annoncé des sommes faramineuses de milliards de dollars après rien, comme le disait tout à l'heure le ministre Makanera. Est-ce que vous craignez que ce soit un truc comme ça pour enfumer le peuple? Oui, en fait, depuis très longtemps, moi j'ai une conviction, c'est que la stratégie de maintien au pouvoir du président Alpha Condé tourne autour de la distraction du peuple et de la division des Guinéens. Alors, et si vous écoutez Kassori, voilà, je me rappelle que la dernière fois vous l'avez invité à ce débat, malheureusement pour l'instant il n'a pas répondu. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance? Parce que c'est le même Kassori qui annonce, c'est le même Kassori qui est au devant de la scène de ces négociations avec les Chinois. Oui, oui, c'est ce que je dis. En fait, avant de me prononcer sur la réalité ou non, il serait souhaitable qu'il publie l'accord et que l'on prenne connaissance de son contenu réel. Parce que si c'est ressources minières contre infrastructure, il n'y a pas de transfert de liquidité là. Alors pourquoi parle-t-on de décaissement? Et auquel cas, on perd notre souveraineté financière là. Parce que si on doit réaliser une infrastructure, par exemple, la question ne se posera plus, est-ce qu'on peut faire recours à quelqu'un d'autre? On dira il faut faire recours aux partenaires chinois, naturellement. Surtout, là-bas, on n'a pas à décaisser de liquidités. Mais ça sera comme la FTG Coloma, c'est eux qui viennent, c'est eux qui font le standing, c'est eux qui le proposent, qui le construisent, après qu'ils le mettent à la disposition de la Guinée, et qui vont définir le coût pour dire oui, cette infrastructure a coûté tel, et on va l'imputer dans l'argent qu'on vous a promis. Voilà, donc il y a des risques. Au cas par cas, on va épuiser les 20 milliards. Voilà. Pendant ce temps, ils vont prendre nos bauxites, ils vont les vendre sur le marché, et ils vont définir le prix à ce niveau. Ils vont, voilà, c'est cela. Je pense qu'on va faire le débat au moment venu, on va continuer. Peut-être pour terminer, dernier mot encore sur votre fameuse invitation à l'endroit de Kassori.
qu'il n'a pas encore répondu sur les questions économiques. Bon, tout ce temps, je croyais qu'il aurait répondu. Mais en fait, mon invitation ne s'adresse pas qu'au ministre Kachori. Bien. Lui, je l'ai spécifié, c'est parce que c'est lui qui a personnellement invité l'opposition. Un débat économique. Oui. Mon invitation s'adresse à tous les membres du gouvernement, en tout cas ceux qui occupent les principaux ministères qui engagent l'État, à savoir la primature, le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget. Bien. Je les invite tous à un débat, encore une fois. Et je réitère cette invitation. Autour de cette affaire de croissance qu'on nous magnifie et que vous croyez qu'il n'est pas du tout une croissance qui développe le pays, mais qui appauvrit plus. C'est une croissance qui appauvrit le pays. Bien. Alors, tous les indicateurs le disent. Bien, vous l'avez déjà dit suffisamment. Voilà. Pour vous dire à très bientôt. Merci, monsieur Keita, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À vous, merci de votre fidélité. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi au compte de ce numéro de Café Débat, comme vous l'avez constaté, tourné hors de notre plateau traditionnel. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.